Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, Medix, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environnex. Bonjour, bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Cette semaine, mon invité, Dr Guillaume Charbonneau, président de l'Association des médecins omnipraticiens de l'Ouest du Québec, pour discuter, vous vous en doutez bien, du projet de loi 106 et des enjeux particuliers qui touchent l'Outaouais, qui est déjà, à plusieurs égards, un désert médical. J'espère que le Dr Charbonneau saura vous sensibiliser aux enjeux liés au projet de loi 106 et à la menace que ce projet de loi représente pour l'accès aux soins de santé en Outaouais et au Québec. Bonne écoute. Guillaume, bon après-midi. Bon après-midi. Ça va bien? Occupé? Ça va, merci. Écoute, très occupé, effectivement. Moi, je vais bien. Tout ce qui se passe dans la profession. Oui, exactement. C'est dur de dire qu'on va bien, mais physiquement, moi, je vais bien. Les gens sous-estiment le niveau d'inconfort des médecins dans le moment. Avant même le projet de loi 106, il y a un gros enjeu de détresse psychologique. Puis ce qu'on vit dans le moment, ça en rajoute une couche. Là. Peut-être que les gens qui nous écoutent vont être à même de le saisir au cours peut-être de la prochaine 30 ou 45 minutes. Donc écoute, merci d'avoir accepté l'invitation du balado La Santé au-delà des mots. Je te rejoins à titre de président de l'AMOOC, donc l'Association des médecins omnipraticiens de l'Ouest du Québec. C'est bien ça? C'est bien ça. Puis en fait, c'est notre nom traditionnel, mais on s'est doté d'un deuxième nom parce qu'en fait, on est l'Association des médecins omnipraticiens de l'Outaouais. C'est ça. Donc, sauf que ça peut créer de la confusion avec, il y a l'AMOC à Québec, oui, l'AMOC avec un O. Il y a l'AMOC de l'Ouest du Québec qui est l'Outaouais qui est avec deux O. Puis effectivement, des fois, on a des gens qui veulent devenir membres chez nous en pensant qu'ils font affaire avec l'association. Qui s'installe à Charlebois. Donc, écoute, si tu me présentais là avant, on voulait vraiment discuter du projet de loi 106 qui est encore tout à fait d'actualité. Là. La médiation est dans l'air, on entend moins parler, mais comme médecin, on n'est pas moins inquiet, je pense, pour l'avenir du réseau. Donc, avant que... Si tu me présentais un peu de ton association, la région que ça couvre, le membership, tout ça, puis parce qu'il y a un enjeu avec l'Ontario qui est pas loin, là, on va en parler tout à l'heure. Là. Exactement, oui. Nous, l'association, effectivement, notre territoire couvre principalement l'Outaouais. On a environ 450 membres. La Fédération des médecins omnipraticiens, en fait, c'est une fédération qui regroupe des associations qui sont indépendantes, qui sont principalement territoriales. Donc, le territoire du Québec est divisé entre 17 associations. Et il y a une association nationale qui est celle des CLSC. Et les médecins au Québec sont automatiquement membres de la FMOQ, mais sont membres d'une association régionale ou nationale de façon volontaire. Donc, ils ne sont pas obligés d'être membres. Là.
OK. Et petite différence avec les médecins spécialistes, pour les gens qui seraient intéressés, les spécialistes sont organisés par spécialité, donc ce qui crée parfois un enjeu. C'est pas le but de l'entretien, mais parfois, moi, j'ai plus en commun, je te dirais, avec mon collègue urologue qui est dans mon hôpital, qu'avec mon collègue chirurgien qui travaille à Gaspé. Alors, nous, on a une représentation plus par spécialité, donc c'est peut-être quelque chose qui serait à améliorer dans le futur. Puis en termes de région, disons, là, pour qu'on se situe là, géographiquement, approximativement, disons, là, Donc, nous autres, on est en fait collés sur Ottawa. On va presque jusqu'à Montréal. Puis au nord, on a les Laurentides. Donc, la municipalité la plus au nord, c'est Grand-Remous, qui est la dernière municipalité avant le parc de la Vérandrie, avant d'aller vers l'Abitibi. Puis quand on descend vers le sud, on va vers Mont-Laurier, qui est dans les Laurentides. Moi-même, je pratique à Maniwaki. Donc, qui est à 1h30 environ de voiture au nord de Gatineau. Donc, une région plus rurale, plus périphérique, où il y a un hôpital, puis un territoire qui couvre environ 20 000 personnes sur un territoire immense qui va de Grand-Remous presque jusqu'à Gatineau. De 100 km de territoire, donc un grand territoire avec peu de population, mais qui double l'été avec les villégiateurs là, qui viennent beaucoup de l'Ontario d'ailleurs. Donc moi, c'est ma pratique. Je dois dire aussi que je suis aussi deuxième vice-président à la FMOQ, donc je suis sur le conseil d'administration de la FMOQ. Puis vers l'est, tu disais jusqu'à Montréal ou presque à Montréal, vous arrêtez où? La limite exacte, là, c'est un peu après Papineauville. Donc, on a aussi tout l'est aussi de l'Ontario, qui est notre voisin. Donc, on a Ottawa, qui est vraiment, peut-être la principale ville, mais je vous dirais que l'autre hôpital qui, si on veut, entre guillemets, concurrence beaucoup notre région, c'est Hawkesbury, qui attire beaucoup de médecins de l'Outaouais, beaucoup de patients de l'Outaouais aussi, mais aussi de Montréal, puis de la Rive-Sud de Montréal, là, qui vient se joindre à cette région-là. Donc, voilà. Donc, à peu près jusqu'à la chute, si on veut, là, pour les gens qui sont de la grande région de Montréal. L'Outaouais va couvrir Papineauville, Montebello. Puis après ça, on arrive sur les Laurentides puis Montréal. Quand même. On va parler un peu des préoccupations là, des médecins de famille face au PL 106. On parlera peut-être des préoccupations propres à votre région, là, donc la frontière avec l'Ontario, mais toi, comme représentant syndical, là, qu'est-ce qui préoccupe tant les médecins de famille dans le projet de loi 106? Les gens pourront aller le lire, là, c'est facile à trouver, mais si je pense qu'il faut le réexpliquer pour que les gens comprennent. Oui, je pense que le plus grand défi avec le projet de loi 106, je dirais que c'est deux choses. Un, c'était la perception de manque de respect envers les médecins. Moi, je dirais que c'est probablement le plus grand élément. Les médecins se sentent insultés, ont l'impression que le gouvernement véhicule des faussetés ou des demi-vérités qui portent atteinte à leur réputation, comme pour donner la perception que les problèmes d'accès au système de santé sont dus à certains médecins qui seraient paresseux, qu'ils ne travaillent pas le soir, la fin de semaine, en sachant très bien que les médecins de famille couvrent la plupart des urgences du Québec. Dans l'Outaouais, c'est 99% des gardes à l'urgence qui sont faits par des médecins de famille. Donc, s'il y a une spécialité qui est présente 24 heures sur 24, c'est les médecins de famille, sans compter qu'ils hospitalisent la plupart des patients dans l'Outaouais, donc ils font de l'hospitalisation. Ils couvrent toutes les CHSLD, ils couvrent les soins à domicile, les soins palliatifs. Et en plus, les GMF sont ouverts le soir et la fin de semaine. Donc, il y a vraiment une perception qu'on véhicule des faussetés. Et pour les médecins de famille qui ont l'impression déjà de travailler fort, de faire beaucoup de sacrifices de leur vie personnelle pour colmater toutes les brèches du système,
C'est un peu insultant de recevoir ça au lieu d'un merci. Donc, je pense que ça, c'est probablement le plus grand élément, c'est la perception de manque de respect envers les médecins qui vient les heurter. Puis l'autre chose, je dirais que c'est l'incertitude. Parce qu'en fait, le projet de loi 106, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement ce que ça va vouloir dire. Donc, ça crée de l'incertitude pour l'avenir. Puis quand il y a de l'incertitude, ben les gens, ils se protègent en cherchant des plans B. Puis, des fois, le plan B devient le plan A. C'est ce qui est malheureux, puis c'est ce qu'on a constaté. Puis en fait, nous, dans l'Outaouais, après le dépôt du projet de loi 106, on entendait beaucoup de médecins nous dire j'ai quitté, ou des propriétaires de cliniques dire on a perdu des médecins à cause du projet de loi déjà, mais surtout beaucoup de gens qui échangeaient de l'information dans les bulles de médecins là, sur Internet, sur Facebook. Voici comment faire une demande de permis en Ontario, au Nouveau-Brunswick. La Colombie-Britannique peut être intéressante aussi. Dans l'Outaouais, on a aussi le gouvernement fédéral qui peut être une option d'emploi pour certains médecins. L'armée aussi. L'armée. On a la CNESST, la CSST. Donc, on entendait les médecins discuter entre eux de plan B. Ça nous a inquiétés. Mais on s'est dit, avant d'amorcer la discussion avec le public, parce qu'on ne veut pas donner la perception qu'on fait des menaces de partir ou que c'est des tactiques de négociation. On a décidé de faire un sondage auprès de nos membres. OK. Donc, on a à peu près 450 membres. On a quand même eu un taux de réponse. On a fait ce sondage-là cet été. On a eu 222 réponses. C'est très bon. Ce qui est quand même très élevé pour un sondage auprès des médecins qui sont très sollicités. En plein été? Oui. En plein été. Il y en a 33 qui nous ont dit moi, j'ai déjà pris ma décision de partir. Donc, je suis parti. Les gens comprennent bien, c'est presque 10%. Là. Exactement. Peut-être que c'est des gens qui allaient quitter de toute façon, mais c'est plus que notre moyenne annuelle. Puis la grande majorité de ces gens-là n'ont pas quitté pour l'Ontario, ils ont quitté pour une retraite prématurée. C'est le plus grand pourcentage, c'était pour une retraite. Je ne veux pas te prendre par surprise. Y a-tu l'âge des gens qui envisagent de quitter? Est-ce que votre sondage te le donnait? Oui, on a l'âge. Mais bon, on a l'âge de tous ceux qui ont répondu. Okay. Parce qu'évidemment, pour avoir un bon taux de réponse, on a fait un sondage qui était anonyme. Mais on avait une bonne proportion, là, moins de 31 30 à 40, 22 40 à 50, 30 50 à 60, 25 okay. 60 ans et plus, 23 une proportionnelle d'hommes-femmes qui est celle qu'on voit en médecine de famille, qui est la spécialité la plus féminisée, si on veut. Mm-hmm. Donc, on avait 70 de répondantes qui sont des femmes, pour 30 d'hommes. Une proportion de première ligne par rapport à la deuxième ligne qui représente aussi le travail des médecins de famille. Donc, on a à peu près 35 à 40 du travail des médecins de famille qui n'est pas dans les bureaux, les CLSC ou en première ligne, là, qui est dans les établissements. Puis, on a 33 qui nous ont dit qu'ils avaient déjà décidé de partir, dont la majorité pour une retraite anticipée, mais toutes d'autres raisons. Là, tu dis 33 personnes ou 33 33 personnes. 33 personnes, OK, parfait. Oui, 33 personnes. Okay. Mais ce qui nous a le plus inquiété, c'est qu'il y en a 132 qui nous ont dit « Je travaille sur un plan B ». Incroyable. Puis le principal, dans ce cas-là, c'était une autre province. Il y avait aussi la retraite anticipée, mais il y avait aussi des choses comme tout simplement quitter la médecine. Faire autre chose. Exactement. Donc ça, c'est inquiétant. Puis là, le défi avec ça, c'est que les gens qui font ça, ils ne veulent pas parler publiquement. Mais on en a quand même trouvé un qui a accepté de le faire. Puis ce médecin-là, ce qu'il nous a expliqué, lui, c'est un parcours, hein, tout ça, parce qu'effectivement, comme tu le disais tantôt, la médecine, il y avait un taux d'épuisement. On travaille avec un taux d'épuisement qui était assez élevé. Qui donc, ce médecin-là, il nous explique qu'il a commencé à travailler dans l'Outaouais en 2013. Il a travaillé dans un bureau pendant 10 ans et il s'est épuisé. Il s'est épuisé parce que la pratique de première ligne était trop difficile. Il y avait de la misère à avoir des examens pour ses patients. Il ne réussissait pas à avoir des consultations dans des délais acceptables. Toujours en train d'avoir à rappeler pour que des patients qui ont des problèmes importants puissent avoir les tests auxquels ils ont droit. Donc, après 10 ans, il a dit, moi, je suis en épuisement, je suis plus capable, je quitte la première ligne, mais je vais rester dans l'Outaouais.
il fait de l'hospitalisation. Il a décidé de prendre le leadership des soins à domicile à Gatineau, où il y a vraiment des soins à domicile qui sont vraiment rudimentaires et qui sont à améliorer. Puis là, il s'est senti insulté par le gouvernement qui envoyait des faussetés sur les réseaux sociaux. Fait que là, il a commencé à travailler sur un plan B. Il a dit, je vais faire une demande de permis pour l'Ontario. Là, il a eu la surprise de voir que, ça a pris juste 2 semaines, je l'ai. Mm-hmm. En Ontario, il n'y a pas d'AMP, il n'y a pas de PREM, donc il n'y a pas d'autres obstacles à commencer une pratique à Ottawa. Mais il a dit, c'est mon plan B, je garde mon permis pour l'Ontario, mais pour l'instant, je reste au Québec, je vais voir ce qui se passe. Va dans un événement social, rencontre un ami d'enfance qui lui dit, je pars une clinique à Ottawa, voudrais-tu venir visiter? Il dit, dans le contexte, normalement, je ne serais pas allé, mais dans le contexte, je vais y aller. Va visiter, réalise qu'il peut pratiquer en français à Ottawa, puis décide finalement, oui, ça va devenir mon plan A. Donc, le projet de loi n'est toujours pas adopté, mais ce médecin qui est passé de « je ne cherche pas d'emploi ailleurs » à « je vais me prendre un plan B », malheureusement, on va le perdre pour l'Outaouais. Puis ça va aggraver encore l'accès aux soins dans l'Outaouais qui est déjà très, très, très difficile. Là. Écoute, il y a tellement de choses dans ce que tu as dit. Là. Tu sais, j'aurais pu t'interrompre pour faire un commentaire à toutes les 2 phrases, mais d'abord, soulignons, c'est Dr Youssef, je pense, je l'ai vu. Dr Youssef, oui. Les gens vont retrouver. Et la générosité de le faire parce qu'il n'était pas obligé. Quand tu pars, souvent, tu as décidé de partir, c'est plus ton problème. Des fois, tu veux effectivement même oublier ça, mettre ça dans un tiroir. Exactement. Mais je pense qu'il l'a fait publiquement pour l'Outaouais, pour le Québec, pour dire, regardez, là, c'est vrai ce qui arrive, là, c'est pas des menaces pour négocier. Puis, il dit aussi très bien lui-même, le jour où ses collègues ont su qu'il partait ou qu'il avait eu son permis en Ontario, il s'est mis à se faire texter par plein de médecins, non seulement de l'Outaouais, mais de partout au Québec, qui ont dit, comment tu as fait, comment ça marche. Donc, il y a vraiment beaucoup de médecins qui ne le diront pas publiquement, mais qui travaillent aujourd'hui sur des plans B. Je pense que ça, c'est extrêmement inquiétant pour l'accès au Québec, parce que l'accès avec moins de joueurs, il ne sera pas meilleur. Non, c'est sûr. Et la situation est d'autant plus inquiétante pour que on a des auditeurs qui sont outre-mer. Là. Il y a des gens qui nous écoutent, là, peut-être des gens notamment en France. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on est à Gatineau, au Québec, Ottawa, de l'autre côté, c'est comme si on changeait de pays au point de vue législatif. Là. Compte tenu que la santé est un enjeu provincial, il faut bien que les gens comprennent, ceux qui connaissent moins le réseau de santé canadien, on ne se déplace pas à l'intérieur du Canada. En changeant de province, on change de législation, on change d'interlocuteur. Tu as évoqué rapidement des choses que les gens... Ouais. On est dans un autre système de santé. Tu as évoqué rapidement tout à l'heure les PREM, les AMP, donc les activités médicales particulières. Certains pensent que c'est ce type de réglementation-là qui font qu'on en est rendu là aujourd'hui, à avoir une difficulté à avoir un accès pour la première ligne. Je ne sais pas, compte tenu qu'on on a sorti un peu les bureaux, on a sorti les médecins de leur bureau il y a un certain moment, puis là on leur dit retournez-y. Oui. Puis, effectivement, peut-être pour illustrer pour effectivement les gens qui connaissent moins bien la situation de l'Outaouais, de Gatineau puis d'Ottawa. Gatineau pour Ottawa, c'est la même ville, finalement. Il y a une rivière entre les deux. Il y a des ponts. Donc, quelqu'un qui décide de quitter le Québec, l'Outaouais, Gatineau, il ne déménage pas. Sa conjointe ou son conjoint ne trouve pas un nouvel emploi. Les enfants ne changent pas de garderie. Il fait juste prendre son auto puis conduire en Ontario. Le matin puis revenir le soir. Donc, c'est extrêmement facile pour un médecin de l'Outaouais d'aller travailler en Ontario. D'ailleurs, on a beaucoup de médecins qui travaillent déjà des 2 côtés. Donc là, je vous ai parlé d'un médecin qui a dû faire la demande de permis. Mais on a beaucoup de médecins qui travaillent un peu en Ontario, un peu au Québec, qui ont déjà les 2 permis. Et moi, je suspecte qu'il y a certains des gens qui nous ont dit qu'ils avaient déjà pris la décision de quitter, que c'est des gens, en fait, qui travaillaient des 2 côtés puis qui ont décidé juste de quitter ce qu'ils faisaient déjà au Québec pour se concentrer sur ce qu'ils font en Ontario. Parce que pour eux, c'était pas un changement majeur. Parce qu'il faut dire aussi que nous aussi, on essaie de recruter les médecins d'Ontario. Mm-hmm. Puis, si on était attirant, puis je pense qu'on pourrait l'être, on aurait un grand potentiel de recrutement. Parce qu'on sait, entre autres,
comme par exemple à Chelsea, qui est une municipalité au nord de Gatineau. C'est une des villes au Québec où il y a le plus grand ratio de médecins par habitant. Le défi, c'est que la majorité d'entre eux travaillent en Ontario. Mais on sait qu'on pourrait les convaincre de travailler au Québec si les conditions sont compétitives. Ne serait-ce que pour la proximité, c'est toujours agréable de travailler plus près de chez soi. Donc, pour certains, probablement que ça aurait un impact. Le gros défi qu'on a eu dans les dernières années, effectivement, c'est ce qu'on appelle les PREM et les AMP, qui sont des obstacles administratifs de plus pour attirer un médecin. Donc, par exemple, je rencontre un médecin de l'Ontario, je lui dis, au Québec, on a des patients qui attendent sur une liste d'attente pour avoir un médecin. Est-ce que ça te tenterait d'en prendre 250, 500, faire un petit peu de ta pratique ici, continuer en Ontario? Oui, je voudrais bien. Je vais essayer ça. Parfait, viens-t'en. Et là, il faut que j'explique au médecin après que, par contre, il faut que je lui trouve un prême. Ça veut dire qu'il faut que j'aie une permission de le recruter par Québec. Et qu'en plus, il va avoir des activités médicales particulières. Ça veut dire des activités que tu es obligé de faire si tu travailles sur le territoire du Québec et de l'Outaouais. Et ça va peut-être être aller faire du CHSLD. Donc là, tu as convaincu un médecin de venir prendre en charge des patients qui attendent sur une liste d'attente pour avoir un médecin de famille depuis des années. Puis là, tu lui rajoutes qu'il va être obligé de faire un petit peu de CHSLD, que tu n'es pas sûr que tu vas avoir une place sur lui. Mais malheureusement, ce qu'on avait, c'est, je vais y penser, je vous rappelle. Hein? Ah, c'est sûr. Don't call me, I'll call you. On avait quand même fait une brèche parce qu'on a signé une entente depuis quelques années qui s'appelle l'entente 774, qui nous permet de demander une exemption aux PREM et aux AMP pour un médecin qui fait une pratique à temps partiel au Québec. On avait réussi à en recruter certains de l'Ontario qui viennent nous aider. Et notre souhait, évidemment, c'est d'en recruter beaucoup plus. Mm-hmm. Mais le contexte actuel, évidemment, ne nous aide pas. Surtout que, contrairement à ce qui se passe actuellement au Québec, le gouvernement de l'Ontario, plutôt que de faire une guerre avec ses médecins, plutôt que d'accuser les médecins d'être la cause du manque d'équité dans le système, plutôt que de faire un projet de loi, ils ont décidé d'aller en arbitrage pour leurs négociations. Donc, il y a certainement eu des tensions dans la négociation, comme il y en a, c'est normal dans n'importe quelle négociation entre des médecins et un gouvernement. Mais le public ne l'a pas vu. Il n'y a pas eu de psychodrame. Ils n'ont pas fait peur à leurs médecins. Ils n'ont pas inquiété inutilement leurs patients. Et maintenant, ils ont une entente avec des majorations qui sont très intéressantes pour les médecins. Et ils ont annoncé un investissement de 1,8 milliard en première ligne, piloté par l'ancienne ministre fédérale, James Pott. Donc, ils sont en très bonne position pour faire un recrutement efficace sur le terrain avec un gouvernement qui les supporte. Nous, au Québec, on fait un recrutement intensif sur le terrain, mais malheureusement, on a un gouvernement qui nous met des bâtons dans les roues puis qui nuit à notre recrutement, en plus de nous faire perdre des médecins qu'on a déjà recrutés. L'IMSanté est fière de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Et le plan ontarien, si je ne m'abuse, est sur un horizon de 5 ans. Donc, on n'est pas sur une espèce de compte à rebours, en fait, dont la date butoir est les élections de l'automne 2026. Il ne faut pas se le cacher. Là, l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir dire à l'automne 2026 qu'il a rempli sa promesse d'inscrire
tous les patients du Québec auprès d'un médecin de famille, ce qui est de l'hérésie, là, quand j'écoute toi, tes collègues, des gens très, très posés comme tu l'es ce soir. Là. J'écoutais la comparution, tu es sûrement ou possiblement au fait, là, le rapport qui avait été commandé par le ministre là, sur l'accès à la première ligne où il y avait 3 experts, là, Antoine Groux, Mylène Breton, Élise Boulanger, donc qui ont témoigné. Donc Antoine Groux n'était pas là, mais ses 2 collègues ont témoigné au printemps pour le projet de loi 106. Les gens iront l'écouter. Je veux dire, c'est là qu'on s'instruit. Là. Elle démonte essentiellement le projet de loi au complet devant le ministre. Puis lui, dans sa période de questions, après, là, il pose aucune question sur leur témoignage parce qu'il sait qu'il ne peut pas argumenter contre la science parce qu'elle présente des faits scientifiques. Donc, il pose des questions, je te dirais, circonstancielles sur les grands objectifs de la réforme. Écoute, c'est de l'or en bas. Non, c'est extrêmement triste. C'est malaisant. Le ministre a mis en place un comité d'experts pour avoir des recommandations. Puis, il ne les suit pas, il ne les écoute pas. Non, donc, c'est triste. Puis, ce qui est encore plus triste, puis que effectivement le public ne sait pas, c'est que dans les dernières années, les acteurs du milieu de la santé ont travaillé tous ensemble sur un plan pour changer le modèle au Québec pour avoir un accès pour tous. Mm-hmm. Puis là, on parle des médecins de famille, on parle des fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, on parle autrefois, on les appelait les DRMG, là, les DTMF maintenant, c'est les directeurs régionaux de médecine de famille. Et plusieurs autres groupes, dont des patients partenaires, ont travaillé sur quel modèle on pourrait mettre en place au Québec qui nous permettrait de donner accès à tous en prenant pour acquis les limitations qu'on a. Parce que le modèle idéal, c'est de donner un médecin de famille à tout le monde. Mais étant donné la pénurie de 2000 médecins de famille qu'on a actuellement, on sait que c'est pas possible à court terme, probablement pas à moyen terme. On espère que ça sera possible à long terme en posant les bons gestes. Donc, comment on fait en prenant cet élément-là pour donner un accès à tous à la première ligne? Mais il faut travailler différemment. Il faut travailler avec d'autres professionnels de la santé. Il ne faut pas dupliquer les rendez-vous. Il faut s'assurer qu'il y a une pertinence dans les rendez-vous. Il faut s'assurer que les patients sont des partenaires, c'est-à-dire que les patients sachent mieux quand consulter, quand ne pas consulter, que tous les autres professionnels de la santé à qui on a délégué des actes le fassent sans que ça passe par le médecin de famille pour vraiment libérer les médecins de famille pour les consultations les plus pertinentes. Et comment qu'on peut faire ça dans le contexte actuel et dans un souci d'être équitable, de donner à tous le même accès, pour pas qu'on reste pris dans le modèle actuel où on a un système à 2 vitesses, si on veut. Tu as un médecin de famille ou tu n'en as pas. Puis, il y avait un grand consensus parmi ces gens-là. Puis, on était rendu à l'étape de l'implantation. Puis, tous les intervenants disaient le plus grand ingrédient que ça va nous prendre pour que ça fonctionne, c'est la collaboration. Malheureusement, au lieu de la collaboration, le gouvernement décide de prendre une approche différente, une approche de confrontation. Puis ça, c'est extrêmement malheureux parce que ça va faire en sorte que toute la gestion de changement qui sera à faire pour donner accès à tous va être très difficile parce que les gens vont être méfiants. Complètement. Parce que on fait pas de la gestion de changement de quelque chose d'aussi gros sans une bonne dose de collaboration. Une collaboration qui était présente entre les différents acteurs de la société qui sont impliqués, mais qui n'est plus au rendez-vous actuellement, puis qui va être très difficile à rebâtir. On aura à le faire parce qu'à un certain moment, on atterrira quelque part. On voudra donner accès à tous, mais ça va être beaucoup plus difficile que ce qu'on envisageait il y a 1 an. Ben, en fait, la solution que je vois, moi, c'est que ce projet de loi-là avorte, puis qu'on change de gouvernement à l'automne 2026. Sinon, je verrais mal une quelconque forme de collaboration avec les gens qui sont là. Tu parlais tout à l'heure des demi-vérités ou des choses qui ont été mal rapportées. L'exemple frappant, c'est lorsque le ministre est sorti, il y a à peu près 6 semaines pour dire qu'il n'y avait pas eu de négociation à l'été entre les fédérations.
ce qui n'était pas vrai. Là. J'avais fait le décompte. Là. De votre côté, j'ai plus de 10, j'ai peut-être 14 en tête, la rencontre de négociation. Les deux fédérations. La FMSQ, c'était de la même envergure. Puis après, là, quand le méchant commence à sortir, on apprend, c'est parallèle, mais ça brise un peu un certain lien de confiance. Quand on apprend que le dossier santé numérique... Ils sont au courant depuis plus d'1 an que ça a du plomb dans l'aile. La journée même où on annonce l'abandon du projet, on entendait le ministre que tout était sur les rails. Je veux dire, c'est comme... Donc, il y a ça, là, ce lien de confiance-là. Puis puis je pense que tu l'expliques très bien, c'est quand on est en train de se battre comme ça, puis se décourager, puis ça fait naître un certain cynisme, donc un certain malaise. Même si ça termine bien, je veux dire, tu peux pas retourner puis faire une remise à neuf du moral des gens puis d'écouter, non, finalement, c'était une erreur de pendant que les gens pensent juste à se défendre puis à essayer de sauver le réseau contre le projet de loi 106, là, actuellement, il n'y a rien qui bouge, là, tu sais. Puis je suis moralement convaincu qu'au ministère de la Santé, il n'y a pas grand-chose non plus en termes de projet autre que de faire passer ça, tu sais, ça monopolise toute l'attention, tu sais, au-delà, puis on parle pas de l'attention de la société, là, c'est complètement démesuré, tu l'as dit tantôt, là, dans les autres provinces canadiennes, on fait pas la une avec les négociations avec les médecins comme ça, je veux dire, ça n'a aucun sens, je veux dire, c'est de l'hérésie, là, mais ça ne bénéficie pas aux patients, ça ne bénéficie pas aux médecins, donc, il faut se demander à qui ça bénéficie. C'est ça. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très persévérant. Tu m'as l'air optimiste aussi. Oui. Je suis extrêmement déçu actuellement. Je suis découragé. Mais un jour, on reconstruira sur les ruines qui vont rester, puis il va falloir le faire. Je veux dire, le Québec va rester là, les patients vont continuer à avoir besoin de soins. Puis, il va falloir vouloir améliorer les choses, parce que comme société, on a des grands défis devant nous. Là. On a une population qui vieillit. On a une population qui est en croissance. On a des soins de santé qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus chers. Il va falloir être créatif là, pour faire face à ces défis-là. Surtout qu'on sait qu'on va continuer en pénurie de médecins de famille, mais des autres professionnels de la santé, que les autres provinces sont aussi en pénurie, et je dirais même les autres pays développés. Donc, il va falloir être compétitif dans ce marché-là pour tirer notre épingle du jeu. Puis, il va falloir utiliser tous les outils à notre portée pour faire le mieux qu'on peut dans un contexte où on ne pourra pas être parfait. Là. Mais moi, je pense quand même qu'il va falloir faire le mieux qu'il peut. Puis c'est dommage parce que plus il y aura de destruction, plus on partira de loin. Donc, le plus tôt possible, on est capable de régler ce dossier-là. Puis c'est triste parce que ça se règle en une journée. Une journée, le gouvernement pourrait régler ça. Demain, si le gouvernement décidait on va en arbitrage au Québec, le psychodrame s'arrête. Les médecins cessent de chercher des plans B. Mais ça... Puis on attend le résultat, puis on travaille avec le résultat. Mais toi, tu me parles d'un arbitrage qui inclurait le PL 106. Là. Tu mettrais tout ça... Non. OK. Un arbitrage pour les accords cadres des médecins. Puis le PL 106, on fait quoi avec? Ou... On n'a pas besoin du PL 106. OK, on l'enlève. On n'a pas besoin du PL 106 parce que le PL 106, qu'est-ce qu'il dit, le PL 106? Il veut changer le mode de rémunération des médecins en première ligne. Les médecins ne sont pas contre l'introduction d'un nouveau modèle en première ligne. Au contraire, au Québec, on a beaucoup de retard. On devrait l'avoir depuis longtemps. Ils l'ont fait il y a 20 ans en Ontario. Les médecins qui quittent Gatineau pour l'Ontario, ils vont travailler à capitation à Ottawa. Il n'y a pas de résistance des médecins à changer le mode de capitation. Les objectifs de performance, tous les experts, le Collège des médecins dit « Attention, grand danger pour la sécurité des patients ». Mais les objectifs de performance, on en a déjà dans nos ententes. Si c'est fait dans la collaboration, il n'y a pas de problème là, à en négocier. Si on en négocie et on les évalue, est-ce que ça donne les résultats escomptés? Puis on les change, on change la trajectoire. Mais ça, il n'y a pas de résistance. Donc, les deux grands éléments du projet de loi, on n'a pas besoin d'un projet de loi pour ça. Il y a plusieurs provinces canadiennes qui ont changé le mode de rémunération pour un mode à capitation. Aucune n'a eu besoin d'une loi pour le faire. Des mesures de performance, on n'a pas besoin d'une loi non plus pour le faire. Le problème du projet de loi 106,
c'est qu'il dit, si les fédérations médicales s'entendent avec le gouvernement de bonne foi, mais le gouvernement peut ne pas respecter ces ententes-là et faire ce qu'il veut après. À tout moment. Ce qui fait en sorte que la négociation est dans une impasse, parce que comment négocier de bonne foi si le gouvernement se donne le droit par la suite de renier des ententes qui ont été signées de bonne foi? Donc, c'est ça le principal problème du projet de loi 106. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement il doit être retiré ou être modifié de façon substantielle, mais c'est la raison aussi pour laquelle il n'est pas constitutionnel. Il y a quand même des lois au Canada, là, et la loi la plus élevée, c'est la Charte des lois. Puis ça nous donne un droit d'association. Puis s'il n'y a pas de droit d'association, si une loi d'un gouvernement ne respecte pas ça là, mais elle risque de ne pas être légitime dans le contexte des lois canadiennes. Au même moment où la CAQ dépose son propre projet de constitution. C'est quand même amusant. Pour ceux que ça intéresse, là, quand tu parles que le gouvernement se réserve le droit de modifier les règles de rémunération, c'est l'article 8. Là, les gens pourront le consulter. Pour nos auditeurs moins habitués, c'est quoi, parce qu'on en parle beaucoup, c'est quoi la capitation? Qu'on comprenne bien. C'est extrêmement intéressant. Mais d'abord, j'aimerais peut-être mettre en perspective. Hein. Oui. Un changement de rémunération, là, ça ne va pas régler tous nos problèmes. Là. Complètement. Il faut être conscient de ça. Ça peut nous aider avec certaines choses, mais ça ne nous donne pas plus de médecins. Donc, la capitation, dans le fond, dans les modes de rémunération des médecins, puis je vais peut-être revenir un instant en arrière parce que, dans le fond, le mode de rémunération capitation, là, ça fait 7 ans qu'ils l'ont promis, la CAQ, là. Je veux dire, là, on arrive 7 ans plus tard, c'est toujours pas fait, mais il y a beaucoup de gens qui l'attendent depuis ce temps-là. Mm-hmm. Puis, on a même fait des réflexions avec les autres partenaires dont j'ai mentionné tout à l'heure, de dire, mais dans le fond, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est avant de dire, on va changer de mode de rémunération, on peut-tu réfléchir à quel mode d'organisation on veut pour la première ligne au Québec, puis après ça, trouver le mode de rémunération qui est le plus approprié pour le soutenir. Parce que dans le fond, c'est le modèle d'organisation qui est important, beaucoup plus que la rémunération. La rémunération, ça vient soutenir un mode de rémunération. Puis le mode d'organisation qui est souhaitable et qui semble fonctionner dans le plus de pays, c'est un mode d'organisation où on travaille avec d'autres professionnels de la santé, où les professionnels font ce qui est pertinent, puis il y a une collaboration, un travail d'équipe qui améliore l'accès. Et en ce sens-là, la capitation est mieux que le mode à l'acte pour la collaboration, parce que le défi du mode à l'acte, le mode à l'acte est très, très bon pour le volume, parce qu'il encourage le médecin à avoir le plus de patients possible, parce qu'il est payé en fonction du nombre de patients qu'il voit. Il est moins optimal pour le travail en équipe, parce que tout le temps qu'il passe à collaborer avec d'autres professionnels de la santé, il le fait sans rémunération. Mm-hmm. Il ne peut pas non plus déléguer, ouais, il peut le faire, là, mais il n'y a pas de rémunération si, puis moi je le fais quand même personnellement, moi j'engage une infirmière pour travailler avec moi. Mais quand mon patient voit mon infirmière, moi j'ai aucune rémunération, mais j'ai une dépense parce que je dois la payer. Donc le mode à l'acte a ce défaut-là d'être moins bon pour le travail en équipe. Puis c'est le modèle qui est souhaité, puis du moins qui semble le plus prometteur à l'échelle internationale pour donner un meilleur accès à la première ligne. Donc, c'était super intéressant le mode à capitation pour ça, parce que ça permet de dire, ben oui, je vais voir mes patients, mais aussi, je vais avoir de l'argent que je vais pouvoir utiliser pour travailler avec d'autres professionnels de la santé. Puis quand je vais passer du temps, parce que travailler avec d'autres professionnels de la santé, ça veut aussi dire prendre du temps avec eux. Ça veut aussi dire discuter des cas. Ça veut aussi dire faire de la paperasse. Ça veut aussi dire gérer de l'administration qui vient avec ce mode d'organisation-là. Donc, la capitation, on reçoit un montant par année par patient. Puis après ça, il y a un pourcentage sur l'acte qui est donné, qui peut être de 20, 30, 40% selon les modèles qui sont choisis. Puis je dirais que même maintenant, la plupart des modèles à capitation comme ça
comporte aussi un tarif horaire pour tout ce qui est le travail administratif des médecins, qui est souvent aussi du travail non rémunéré. Donc, c'est un mode qui est super intéressant. C'est un mode d'avenir qui existe depuis 20 ans en Ontario, qui existe au Manitoba, qui existe en Colombie-Britannique. Là. Donc, au Québec, en introduisant le mode de rémunération en capitation, on n'aura pas inventé de bouton à 4 trous. Mais on se mettra dans la mouvance mondiale d'un système peut-être plus performant. En étant conscient que quand même, quand on veut du volume, c'est l'acte qui est le plus performant. Puis ça, des fois, on dit changer le mode de rémunération. Peut-être qu'on aurait besoin aussi de plusieurs modes de rémunération pour différents types de clientèle. Pour de la prise en charge là, de première ligne, d'avoir un médecin de famille, probablement que sa capitation est bon. Pour du 100 rendez-vous, ben, l'AC est excellent, là, puis il risque de donner beaucoup plus de rendez-vous à l'heure que même la capitation, ou le tarif horaire, ou le salariat, qui sont deux autres modes qui existent partout à travers le monde, qui ont aussi leurs avantages. Quand on parle, par exemple, on a des médecins de famille qui font de la toxicomanie, de la dépendance, ou des clientèles où les patients se présentent pas souvent, ou pour attirer les médecins dans ces modes-là, où le mode à l'acte n'est pas intéressant, parce que si ton patient ne se présente pas, tu n'as aucune rémunération, le tarif horaire ou le salariat peut être intéressant. Certains médecins aussi peuvent préférer travailler à tarif horaire ou à salariat pour toutes sortes de raisons. Donc, il y aurait certainement avantage à utiliser différents modes de rémunération pour différents objectifs en fonction de différentes clientèles dans notre système de santé. On verra où on aboutira avec ça, mais je pense qu'il faut être conscient que le mode de rémunération en tant que tel, ça ne solutionne pas tous les problèmes de notre système de santé. C'est un outil parmi d'autres. Et pour développer tout ça, ça prend une certaine collaboration. Donc, on boucle... C'est l'outil essentiel pour que ça marche mieux. De collaborer. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Tu as évoqué, je voulais en discuter pour que les gens réalisent à quel point aussi peut-être une petite lacune dans le PL 106, des choses qui sont non mesurables, disons, parce que là, le PL 106, on semble s'attarder simplement à des statistiques ou des objectifs là, en termes de volume de patientèle. Une chose qui est souvent évoquée en médecine, c'est tu parlais de paperasse tout à l'heure. Là, gros enjeux, très peu d'amélioration. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un médecin de famille comme toi, mettons, dans une semaine type, là, ce qu'on appelle le travail administratif, là, qui est à valeur ajoutée souvent pas très élevée, là, je dirais. Là. C'est énorme. C'est toujours difficile à quantifier, hein, parce que ça, on fait ça le soir, on fait ça la fin de semaine, on fait ça quand on est le passager dans l'auto, on fait ça un petit peu partout quand on a le temps, puis on a toujours l'impression qu'on n'a jamais fini. Donc, c'est bien difficile à quantifier. Ça fait partie de la responsabilité. On est des professionnels autonomes, donc ça vient avec la responsabilité de faire ça, là, puis souvent en dehors de nos heures de travail habituelles. Mais en général, on dit que c'est à peu près 25 % du temps du médecin de famille. C'est un monstre, hein? C'est un monstre, puis c'est un monstre qui, jusqu'à un certain point, met à risque même, je dirais, la médecine de famille, puis toute sa plus-value, parce que ça devient très, très lourd pour les médecins. Puis ça sera probablement un des avantages si on a un mode de rémunération de la capitation, c'est que
Ce qui est encore plus lourd, c'est de le faire sans être payé ou d'avoir la perception de ne pas être payé pour ça. Mais c'est quelque chose qui est grandissant, puis qui est dans un sens normal, qui est peut-être l'évolution aussi jusqu'à un certain point de la médecine, parce que dans la paperasse, on englobe beaucoup de choses. Je dirais que ce qui est le plus irritant, c'est toute la paperasse, disons, inutile pour gérer des problèmes de société, là, comme d'avoir une prescription de crème solaire pour un enfant, une garderie, ou un patient qui prend un rendez-vous médical parce que son employeur exige un papier pour dire qu'il n'est pas là, alors qu'il n'y a aucune valeur ajoutée de prendre du temps médical pour ça. Il y a aussi toutes sortes de choses qui sont des choses qui sont pas du domaine de la santé, qui sont indirectement de la santé, mais c'est-à-dire que dans notre société, les gens ont de plus en plus d'assurance. Puis pour les assureurs, ben, ça peut être une façon de limiter les coûts, d'exiger des formulaires, d'exiger des visites médicales, ce qui alourdit beaucoup le fardeau sur le système de santé, sur les médecins de famille. Donc, il y a une espèce de responsabilité sociale aussi des différents groupes de ne pas gérer toutes sortes de problématiques sociales de cette façon-là. On peut penser, par exemple, un assureur qui va demander une référence pour de la massothérapie pour limiter ses coûts. Ben, peut-être qu'à la place, il devrait mettre un montant annuel maximal. Puis ça n'exige pas de visite médicale, ça n'ajoute pas de temps d'un médecin qui n'a aucune plus-value de dire que tu as besoin de massothérapie parce que tu as mal au cou et tu as mal au dos. Là. Je veux dire, donnons de l'autonomie aux patients, donnons de l'autonomie aux autres professionnels de la santé pour qu'ils puissent faire les choses sans passer par nous. Puis on se regarde de se concentrer davantage sur les patients les plus malades, ceux qui en ont besoin. Puis pour lequel il y a une plus-value de l'expertise du médecin de famille. Tout à fait. Écoute, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, parmi les tâches non mesurables, la paperasse. J'avais reçu Dr Sam Daher, qui est président de l'AMOM, puis il me confiait pour la région de Montréal, peut-être un peu aussi en Outaouais, mais je pense plus pour Montréal, des enjeux majeurs, c'est toute la clientèle qui n'est même pas sous le radar de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Les étudiants étrangers, les migrants, les immigrants, donc toute une clientèle qui est dans le réseau, mais en marge, si on veut, du réseau public, là. Puis ces gens-là consomment des soins de santé. Alors, si Sam prend du temps pour voir un étudiant étranger qui est donc pour un soin de santé, donc aux yeux du gouvernement, cette journée-là, il va être moins performant, ce qui est complètement ridicule. Oui, puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais à force de parler avec les gens, il y a comme des perles qui sortent. Quand je dis des perles, là, c'est des pièges ou des écueils de ce projet de loi-là qui sortent. Oui, puis je pourrais en nommer d'autres, parce qu'un des mythes qui s'est créé avec les années au Québec, malheureusement, c'est qu'il y aurait des médecins de familles paresseux qui ne travaillent pas assez, puis c'est à cause de ça qu'on a un problème d'accès au Québec. Ce mythe-là a été défait par la FMOQ qui a présenté l'année dernière les chiffres détaillés de comment on évalue ça, puis comment on tire des conclusions à partir de données partielles. Puis là, je vais vous donner un exemple juste de chez nous, là, à Maniwaki. Moi, j'ai un médecin, il vient faire la fin de semaine les gardes d'urgence. Mais du lundi au vendredi, il travaille dans son bureau à Ottawa. Mais pour la RAMQ, il ne travaille que 2 à 6 jours par mois. Mais il vient faire les fins de semaine dans une urgence rurale. Et il travaille les 5 autres jours. Tu sais, je veux dire, c'est un bourreau de travail. Là. Non, c'est ça. Mais dans les statistiques de quelqu'un qui regarde ça à Québec, ce médecin-là ne travaille pas assez. Et là, on a en plus, on se dit, peut-être qu'on va solutionner le problème de santé en le faisant travailler plus. Mais la vérité, c'est que si on lui en exige plus, il va juste arrêter de venir au Québec, il va travailler 100% de son temps en Ontario. Donc, on aura finalement, en ayant une mauvaise connaissance du terrain et en ayant analysé seulement avec des chiffres déconnectés, on aura causé plus de problèmes qu'on en aura solutionné. Et puis, dans les chiffres, quand la FMOQ a pris les chiffres et a commencé à tous les détailler, on s'est rendu compte que on disait que
il y avait des femmes enceintes qui ne travaillaient pas assez parce que finalement, quelqu'un qui est enceinte ou qui est en congé de maladie, mais il ne va pas arrêter du 1er janvier au 1er janvier. Il va arrêter une partie d'une année puis une partie de l'autre. Fait que si on met son travail de ces 2 années-là sur une année, et finalement, on a l'impression que travailler l'équivalent d'une demi-année, mais on n'a pas pris en contexte que il y avait une grossesse qui s'est faite sur 2 ans, il y avait un arrêt maladie qui s'est fait sur 2 ans. Les gens qui prennent leur retraite, ils apprennent pas tout le 31 décembre. Là. Donc, si tu arrêtes au milieu de l'année, c'est sûr que si tu mets le travail effectué sur une année complète, tu sous-estimes le travail des médecins. Donc, quand on enlevait tout ça, il restait à peu près 400 médecins. Pas qu'ils ne travaillaient pas assez, qu'on ne sait pas ce qu'ils font parce qu'ils ne facturent pas à la RAMQ. Donc, ça peut être des gens qui travaillent dans d'autres organisations, qui font de l'enseignement, qui sont payés par l'université, puis aussi des gens qui n'ont pas la capacité d'en faire plus parce qu'on a des collègues qui ont des problèmes de santé ou d'autres enjeux personnels qui fait que de toute façon, ils ne pourront pas travailler. Donc, si ta solution pour l'accès au système de santé repose sur ça, ben on ne réglera pas le problème. Tout à fait. Le problème est ailleurs, puis il faut s'attaquer aux vrais problèmes si on veut améliorer l'accès aux soins de santé au Québec. En fait, moi, je pense que ce projet de loi-là est discriminatoire. Là. Tu l'évoques peut-être lorsqu'on pense aux femmes ou hommes qui ont des jeunes enfants. On nous vend depuis que je travaille, probablement un quart de siècle, la conciliation travail-famille. Ouais. Et là, on viendrait dire du jour au lendemain aux jeunes médecins, femmes ou hommes, c'est peut-être encore plus le cas des femmes dans notre société, là, qui ont souvent un double emploi, là, les femmes médecins. Ils vont travailler le jour, puis s'occupent de la famille le soir. C'est des changements générationnels. C'est ça, mais on viendrait leur dire, écoute, docteur Tremblay, disons, jeune médecin, 3 enfants, toi, ton modèle de vie, si tu fais que pour les prochaines années, toi, tu peux travailler 3 jours et demi par semaine, on te dirait non, c'est pas suffisant. Ça va être 4,5 ou rien. Puis, je me fais la réflexion en vieillissant. Là, je vais avoir 56 ans. Puis puis on rejoint un peu l'enjeu lié au PEM, là, les plans d'effectifs médicaux. Moi, j'ai un collègue qui vient de prendre sa retraite récemment. Si on avait un système moins réglementé, là, ce collègue-là, lui, aurait pu continuer pendant un certain temps à demi-temps. Moi, peut-être que je me serais joint à lui à demi-temps, mais le gouvernement ne permet pas ça. On est dans un carcan administratif dont la population ignore la complexité. C'est important parce qu'effectivement, les quincailleries, les RONA de ce monde essaient de recruter des retraités pour travailler à temps partiel pour combler toutes les heures de travail qu'ils doivent couvrir, puis d'utiliser l'expertise de ces gens-là aussi, qui ont une expertise, qui ont de l'expérience de vie. Exact. Nous autres, on a plus de 20% des médecins de famille qui ont plus de 60 ans. Dans des régions comme la capitale nationale, c'est plus de 30%. Donc, c'est un raz-de-marée de gens qui vont quitter bientôt. Puis, une des solutions, un des plans clés, d'après moi, sur lesquels on devrait travailler, c'est comment on peut garder ces gens-là le plus longtemps. Puis, c'est sûr qu'on ne les gardera pas en travaillant à temps plein. Il faut déjà avoir des plans. Comment on peut les garder à temps partiel le plus longtemps possible, être le plus conciliant possible, trouver des solutions pour que ces gens-là qui ont une grande expertise, une grande expérience, puis qui, comme tout le monde, arrivent à l'âge de la retraite et se disent, moi, je veux en profiter. Ralentir. Je suis prêt à continuer 2-3 jours par semaine. Mais là, en ce moment, ces gens-là, ils me disent, moi, je ne resterai pas parce que je vais nuire aux statistiques de mon groupe. Fait que je suis aussi bien de partir complètement que de continuer 2 jours. Ça n'a aucun sens. Puis en plus, ils sentent qu'on n'a pas de plan pour eux. Là, il y a une urgence, parce que là, on a une opportunité de garder de la force de main-d'œuvre de travail plus longtemps au Québec, dans un environnement qui va être très compétitif, là, parce que toutes les juridictions ont une pénurie de médecins de famille. On parle d'une pénurie de 22 000 médecins de famille au Canada. Donc, notre pénurie de 20 000, de 2 000 au Québec, là, c'est pas tant que ça par rapport à tout ce qui se passe ailleurs. Les autres, ils vont compétitionner contre nous. Puis je dirais les autres juridictions. Je parlais avec mon collègue tout à l'heure qui me disait que sa fille étudie en médecine de famille aux États-Unis. Son conjoint est interniste. Le conjoint interniste, il est salarié là-bas. Lui, il est déjà sur le marché du travail. Il travaille 36 heures par semaine, 4 jours. Puis... c'est tout, là. C'est comme ça. Puis, ils lui ont offert ce poste-là, puis
évidemment, mon collègue voudrait que sa fille revienne ici. Mm. Et là, elle le voit travailler là, presque 7 jours sur 7. Là. Puis elle dit, tu sais, même si ce serait pour plus d'argent, là, c'est pas ce qu'on veut pour notre vie. Nous, on veut un équilibre entre notre travail qu'on aime puis le reste de notre vie. Puis cet endroit-là nous l'offre. Donc, nous, si on veut être compétitif là-dedans, ça va nous prendre aussi des conditions de travail qui vont faire qu'on va attirer ces gens-là, qu'on va garder ceux qu'on a, parce qu'on sait que c'est des valeurs qui font partie des générations qui arrivent sur le marché du travail. Donc, faut être équipé. Ils ont probablement raison là, de vouloir ça, parce qu'effectivement, la vie passe, puis à un certain moment, on est dans un travail où il n'y a pas de limite. Puis c'est vrai peut-être pour toutes les spécialités, mais moi, je dirais que le plus grand défi de la médecine de famille, d'après moi, qui est aussi une des spécialités qui peut nous aider à faire face à ces grands défis-là si elle est bien supportée. Le problème de la médecine de famille actuellement, moi, j'illustre tout le temps ça comme un gros rond-point. Et là, les patients, ils rentrent par la voie d'en dessous. Et le médecin de famille est au milieu. Puis là, il y a des centaines de sorties autour. Ça, c'est toutes les références des autres spécialités, des autres professionnels de la santé. Puis là, les patients, ça rentre tout le temps au milieu. Puis là, les autres, autour, quand ils atteignent leur capacité, leurs limites, ils mettent des listes d'attente. Fait qu'un système où la médecine de famille est efficace, c'est un système où les portes sont ouvertes. On en fait beaucoup au milieu, mais quand on a besoin de références, les portes sont ouvertes. Quand on arrive dans un système qui est surchargé, comme on a actuellement, il y a des listes d'attente partout. Les patients continuent à rentrer, le médecin de famille est au milieu, puis il a juste le goût de se sauver. Ça fonctionne pas. Parce qu'à un moment, il n'y a pas de limite au travail qu'on peut demander au médecin de famille. C'est un généraliste, il est capable de faire beaucoup de choses. C'est sa force, c'est la force qu'il a pour aider le système aussi à être plus efficace, à être plus rentable. Mais c'est aussi un piège parce que c'est une tâche qui est infinie. Puis à un certain moment, les gens qui sont là au milieu, ils disent, moi, avant de m'épuiser, je suis mieux de m'en aller. Donc, on a aussi ce grand défi-là, d'après moi, de trouver en médecine de famille au Québec un équilibre entre la tâche qui est demandée aux médecins de famille et leur capacité de livrer. Et actuellement, malheureusement, il n'y a pas de corrélation. Nous, on a des travailleurs sociaux qui travaillent avec nous dans le GMF. Quand leur capacité est dépassée parce qu'on leur réfère des patients pour la psychothérapie, ils nous disent, on le met sur une liste d'attente. Mais pendant ce temps-là, nous, comme médecins de famille, je le vois, le patient est en dépression, je l'évalue, je fais un plan de traitement, j'arrête de travailler, je le revois dans 3-4 semaines, je fais la demande au travailleur social. Ben lui, il dit, ma capacité n'est pas là. Souvent, je réalise qu'après 6 mois, il ne l'a toujours pas vu. Et moi, j'ai été obligé de voir le patient pendant toutes ces périodes-là. C'est ça, ouais. À chaque mois, puis je ne peux pas mettre de limite à ça parce que il est en arrêt de travail, il a besoin d'un plan de traitement, puis là, on compense tout. Là, parce que vu qu'il n'y a pas de psychothérapie, ben en plus, je fais un petit peu de psychothérapie. On ne peut pas fonctionner comme ça puis s'imaginer qu'on va avoir de l'attrait pour la médecine de famille si on ne corrige pas cet aspect-là où le travail qui est demandé aux médecins de famille est sans limite. Celui qui est demandé aux autres autour a des limites qui est très légitime parce qu'à un moment donné, à 2, tu ne peux pas faire le travail de 4. Ça va rester la même chose. Donc, alors que dans le contexte où on a un système qui fonctionne bien, bien, il y a une grande plus-value à la médecine de famille parce qu'effectivement, la médecine de famille est capable de régler plusieurs problèmes, ce qui est non seulement meilleur pour le patient qui est devant nous, parce qu'on sait qu'il y a des études qui montrent que d'avoir cette vision globale, ça donne des meilleurs résultats en termes de santé, ça donne moins d'hospitalisation, moins de visites à l'urgence. Mais c'est aussi rentable pour un système qui a des ressources limitées, parce que quand tu es capable de régler un paquet de problèmes dans une visite, ben, tu utilises moins d'autres services autour. Mais pour ça, il faut que ça soit équilibré, il faut quand même que le système autour fonctionne assez bien. Un peu. Pour que la job de médecin de famille reste intéressante dans ce système de santé-là. Sinon, il faut mettre des limites à quelque part. Il faut mettre pour que les médecins de famille soient rassurés quand même.
Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Guillaume, peut-être on approche la fin. Comment faire en sorte que la population ou les médias comprennent ces doléances-là? Parce nous, on se parle entre nous. Moi, ça m'apparaît très clair. J'ai l'impression que dès que ça sort un peu de cercle des, on ne dira pas les initiés, mais des gens qui connaissent bien ça, le message ne passe pas. C'est juste les médecins de famille, les médecins, famille ou spécialistes, vous êtes bien payés, arrêtez de vous plaindre. Comment faire pour faire passer ce message-là? On vous paye bien. Donc il y a un contrat social, n'importe quoi. Comment rendre le message aux citoyens? Parce qu'on fait tout ça pour les patients. Là, je veux dire. Je pense pas qu'il y a de solution magique, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut en parler. Il faut en parler en étant ouvert, nous autres aussi, à écouter ce qui se passe dans les autres perspectives. Puis je pense qu'un balado comme celui qu'on fait aujourd'hui, c'est une amorce de discussion. C'est une discussion entre nous, et c'est une discussion probablement avec d'autres gens qui vont nous écouter, qui ont probablement d'autres vues qu'on devrait écouter. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions, parce qu'on s'entend que les défis des systèmes de santé partout à travers le monde sont immenses. Là. On ne peut pas dire qu'il y a un système qui va parfaitement bien sur tous les points de vue. Tout à fait. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Donc, c'est un défi des sociétés modernes. Puis il y a plein d'angles pour regarder la problématique. Puis je pense que c'est en parlant qu'on va trouver les meilleures solutions. En étant conscient qu'ils vont être imparfaites, qu'il va y avoir des nouveaux problèmes, qu'il va falloir attaquer. Donc, je réalise qu'on finit l'entrevue, puis on n'aura pas beaucoup parlé d'Outaouais, qui mériterait certainement qu'on en parle davantage, parce qu'effectivement, l'Outaouais a des grands défis en termes d'accès et peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Tout à fait. En fait, l'Outaouais, je pense que ça répond à la définition d'un désert médical, là, puis je ne veux pas dire ça de façon péjorative. La problématique est plus complexe que seulement médicale, parce qu'elle est aussi de tous les autres professionnels de la santé. Puis je dirais que c'est comme un cercle vicieux, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de techniciens en imagerie, on n'a pas assez de techniciens en laboratoire. Donc, on a de la difficulté à garder nos chirurgiens, on a de la difficulté à garder nos spécialistes. Puis là, ça rend le travail plus difficile pour les médecins de famille. C'est un cercle vicieux. Donc, tu sais, c'est une problématique qui est complexe. C'est une problématique aussi qui d'un marché local, c'est-à-dire qu'on a des ententes collectives qui couvrent le Québec, mais on a un marché local où il faut être compétitif avec Ottawa pour garder beaucoup les autres professionnels de la santé. Je dirais que c'est ça la base. Les infirmières en nombre suffisant, les techniciens, tous les techniciens autant d'imagerie, de laboratoire que tous les autres professionnels de la santé qui sont nécessaires pour faire fonctionner un bloc opératoire, pour faire fonctionner une salle d'urgence. Donc, on a des grands problèmes à ce niveau-là. Il faut trouver une façon, non seulement d'en former davantage, mais aussi de les garder par la suite. Donc, ça prend des salaires qui sont compétitifs avec Ottawa, parce que sinon, on ne garde pas nos professionnels. On a souvent la solution dans le système de santé, quand ça ne marche pas dans une région, c'est de mettre à la porte le PDG. Donc, nous, on en a vu passer des PDG en Outaouais. Puis le dernier a eu la générosité de le dire. C'est un PDG qui était en fin de carrière, qui venait d'une autre région. Puis il a conclu en disant, on me demande une tâche qui est tout simplement impossible à faire. On me demande d'avoir plus de professionnels pour faire fonctionner le système de santé en Outaouais, mais je ne suis pas compétitif sur le marché sur lequel je travaille. Donc, on a vraiment une problématique à résoudre là.
pour réussir à offrir aux citoyens de l'Outaouais ce qu'ils ont droit, là, c'est-à-dire un accès aux soins de santé équitable par rapport aux citoyens du reste du Québec. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter davantage parce qu'il y a effectivement beaucoup à dire, tant au niveau du sous-financement historique dans la région, qui est à corriger, que tous les efforts qui sont à mettre en place pour corriger la situation. Puis c'est très difficile parce qu'on sait que quand on parle de difficultés dans le système de santé, toutes les régions ont l'impression d'avoir des grandes difficultés, avec raison. On se partage souvent plus la pauvreté que la richesse. Mais sincèrement, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ce que les gens du reste du Québec comprennent mieux ce qui se passe en Outaouais, ils soient sensibilisés, puis comprennent qu'il y a des investissements qui sont nécessaires pour sortir de cette position. Tout à fait. C'est un travail de longue haleine, disons, là, de façon simple. Écoute, moi, je regarde ça, toi, Jean-Pierre, t'es chirurgien, le délai d'attente électif pour une prothèse de hanche en Outaouais, c'est plus de 2 ans. Non, ça n'a aucun sens. Écoute, je dirais que, quand on parlait du support aux médecins de famille, puis aux patients surtout, là, moi, quand je vois un patient qui a un problème dermatologique qui n'est pas un cancer et que je le réfère, je lui dis, peut-être dans 2-3 ans, tu vas être vu, mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est que tu ne seras jamais vu. Fait qu'on est peut-être mieux de se revoir pour qu'on essaye de régler le problème ensemble, parce que dans le CRDS, nous autres, on va se comprendre, mais il y a des priorités, des D et des E en Outaouais, tu ne seras jamais vu. Donc, ça, c'est pas ce que je vois, ce qui se passe, même avec mes propres patients, mes propres parents qui habitent sur la Rive-Sud de Montréal, qui ont l'impression que l'attente est longue, mais elle n'a aucune commune mesure avec ce que vivent les patients en Outaouais, où il n'y a pas de chirurgie vasculaire actuellement, aucun chirurgien vasculaire alors qu'on a un centre de traumatologie de niveau 2. 1 semaine sur 2, il n'y a aucun chirurgien plastique de garde. 1 semaine sur 2, il n'y a aucun maxillofacial de garde. Ça veut dire que moi, personnellement, qui travaille dans l'Outaouais, si je me coupe le doigt puis je me coupe un tendon, je vais aller m'inscrire dans une urgence à Montréal. Je vais conduire 3h30, 4h, parce que je ne sais pas s'il y a un chirurgien de garde en Outaouais. Et si je m'inscris dans une urgence en Outaouais, on risque de me dire, on va te rappeler d'ici 1 semaine ou 2 pour peut-être te trouver une solution, mais peut-être qu'on n'en aura pas. Écoute, donc, non seulement je demandais à ce qu'on me conduise à Montréal pour m'inscrire dans une urgence pour mon tendon qui est lacéré, mais en plus, je vais demander à celui qui me conduit de conduire lentement. Parce que si on a un accident, dans mon centre de traumatologie régionale, je ne suis pas sûr qu'on va être capable de me sauver. Parce qu'il n'y a aucun chirurgien vasculaire. 1 semaine sur 2, il n'y a pas de chirurgien maxillofacial. 1 semaine sur 2, il n'y a pas de plasticien. Puis des fois, il risque de ne pas avoir de technologue pour opérer le scan. Écoute, donc, la situation est vraiment lamentable en Outaouais. Pour ceux qui... ça décrit la situation que m'avait décrite Dr Farah Perrodin, là, qui était chirurgienne à Gatineau, que j'ai eu comme invité, qui est une amie, puis qui a quitté là, par dépit. Là, je veux dire, c'était des situations, des conditions de travail... effectivement, elle était prise. On connaît tous l'histoire de Farah Perrodin. C'est une collègue tâche aussi. Elle a été dans le même cours de médecine que moi. On était extrêmement contents de l'avoir comme chirurgienne. On aurait aimé la garder. Je pense qu'elle aurait aimé rester aussi, mais elle a fini par quitter parce qu'elle n'avait tout simplement pas de temps opératoire. Puis je veux dire, c'est une chirurgienne à un certain moment. Tu t'es formé pendant toutes ces années-là pour opérer. Puis aussi, ça, c'est la situation qu'on vit comme médecin de famille, mais qu'elle a vécu comme chirurgienne aussi, c'est qu'à un certain moment, tu te dis, lequel des 2 cancers est le plus urgent, alors que dans le fond, c'est les 2 urgences, là, on s'entend. Puis là, tu es toujours en train de te demander lequel je vais prioriser, puis tu vis des situations qui sont déchirantes, puis tu dis, après des années, des décennies, tu dis, je suis vraiment obligé de vivre ça. Parce que ça nous atteint comme médecins. Ça crée une détresse chez les médecins. Complètement. Évidemment, on ne peut pas laisser nos patients, mais si on est dans une situation comme celle-là, malheureusement, on a des collègues qui vont dire à un certain moment,
on va aller ailleurs. Puis je vais vous conter une dernière histoire parce que celle-là, elle m'a brisé le cœur. Puis c'est un médecin que j'ai rencontré dans un forum où on rencontrait des médecins qui nous expliquaient pourquoi ils étaient allés travailler dans le privé. Puis cette médecin-là, qui vient d'un autre pays, qui est une immigrante de l'Outaouais, qui travaille dans un CLSC rural, elle nous explique que, puis on s'entend que quelqu'un qui travaille dans un CLSC, c'est probablement la personne qui est le moins à risque de vouloir aller travailler dans le système privé. Là. On s'entend que c'est pas tout à fait le même profil. Là. Tout à fait. Elle nous explique qu'elle n'avait jamais accès à ses patients, puis elle trouvait ça difficile. Elle nous a expliqué l'histoire d'un de ses patients qui attendait pour une chirurgie vasculaire. Je vous rappelle qu'on n'a pas de chirurgie vasculaire dans l'Outaouais et que l'attente était déjà très longue à l'époque. Puis le patient était souffrant. Puis elle lui donnait de l'analgésie, des antidouleurs, elle le revoyait, elle rappelait pour quand est-ce que mon patient va être vu, tout ça. Puis à un certain moment, le patient ne s'est pas présenté, après plusieurs mois, puis elle a appris que le patient s'était suicidé. Ça n'a aucun sens. Donc, ce médecin-là a dit, moi, je ne me mets plus dans cette position-là. Je vais aller travailler au privé, je vais aller travailler n'importe où, mais je ne m'assois plus dans ce bureau-là à recevoir des patients pour lesquels je vais me sentir impuissante comme ça. Donc, voilà un petit échantillon de la situation dans l'Outaouais, puis je crois qu'elle mérite d'être... c'est un régime à 2 vitesses à l'intérieur même du Québec. Donc, Guillaume, merci pour ce témoignage. Donc, c'est quand même incroyable d'entendre ça de la bouche d'un médecin au Québec. On va atterrir ça quand même peut-être un petit peu plus relax. Il y a toujours une petite baguette magique à la fin. Donc, une lueur d'espoir, j'espère. Là. Que changerais-tu dans le réseau là, si je te tends une baguette? Moi, sincèrement, j'ai de l'espoir. Ça fait 20 ans que je travaille en Outaouais. En plus, en région rurale, en Outaouais, des défis, j'en ai vécu. Il y a eu des périodes où ça a été mieux. Il y a eu des périodes où ça a été très difficile. Puis ce que j'ai appris, tout ça, c'est que ça va continuer d'être comme ça. Puis, dans le fond, il faut toujours travailler pour essayer d'améliorer les choses. Puis, moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Puis, ma baguette magique, je l'utiliserai pour ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est pour la collaboration. Parce que c'est dans ces moments-là où ça va bien, c'est dans ces moments-là où on a de l'espoir, c'est dans ce moment-là où c'est encourageant pour un médecin engagé de donner plus. C'est quand on sent qu'il y a de la collaboration, puis que tous ensemble, on va améliorer les choses. Donc, ma baguette magique, moi, je l'utiliserai pour ça. Plus de collaboration. Plus de collaboration, plus de travail d'équipe, un meilleur accès pour les patients. Une rencontre de rêve, une personne vivante ou décédée? Ça, pour moi, ça, c'est la pire question. On termine avec une question difficile. Mais ça va sembler bizarre, mais j'aime pas aujourd'hui, là. Mais dans quelques années, j'aimerais ça rencontrer M. Legault, M. Dubé. Écoute, c'est bon. Une fois que la tempête va être passée, puis mieux comprendre leur point de vue. Qu'est-ce qu'ils cherchent à améliorer actuellement? Quels sont... je peux pas croire qu'ils n'ont pas le désir d'améliorer les choses. Quel est leur point de vue fondamental qui fait qu'ils ont préféré la confrontation à la collaboration? Qu'est-ce qui... Puis ça, je pense pas qu'on pourrait le savoir aujourd'hui à cause de tous les éléments émotifs. Mais dans quelques années, j'aimerais ça les revoir puis apprendre de tout ça personnellement, collectivement, comment on aurait pu faire les choses différemment. Puis qu'est-ce qui nous pousse comme premier ministre ou ministre de la Santé à choisir cette approche-là plutôt qu'une approche de collaboration. Une des hypothèses pour François Legault, là, c'est peut-être qu'il gardait une petite rancune ou qu'il garde une certaine rancune à l'endroit des médecins là, suite à son passage comme ministre de la Santé dans les années 2002-2003. Ça avait brassé pas mal à l'époque. C'était le gouvernement de Bernard Landry. Tu te rappelleras peut-être qu'il y avait eu un décès là, d'un patient dans la région de Shawinigan. Les urgences étaient fermées. Mais bref, à l'époque, le premier ministre de la Santé, avait brassé les cartes beaucoup. Voulait couvrir les urgences 24 heures sur 24, menacer les médecins des affidavits, puis ils s'étaient fait un peu tasser dans le coin. Mais bref, il va peut-être falloir attendre ses mémoires là, pour comprendre si ça a un impact réel sur les motivations qui l'animent aujourd'hui. On est dans les hypothèses, puis ça fait extrêmement malheureux parce que je pense qu'un leader qui veut améliorer les choses dans une société ne doit pas
se laisser guider par ses rancunes. On l'espère. Et effectivement, ça reste une hypothèse. Puis c'est ce qui serait intéressant de savoir, de mieux comprendre quand il aura aussi probablement pris du recul, quel était son point de vue, puis comment on aurait pu faire différent pour obtenir mieux pour les patients finalement. Puis c'est ce qu'ils font. Écoute, je retiens quand même que tu gardes espoir, tu vas continuer à te battre, donc c'est tout à ton honneur. Oui, donc, oui, ben écoute, j'ai vu d'autres crises. Quand on retombe, faut pas se décourager de toute façon, sinon on s'en va, on reste chez nous, tu sais, je veux dire, moi je me suis engagé dans cette profession-là puis dans le système de santé québécois pour essayer de l'améliorer. Je m'attendais pas à ce que ça soit si difficile. Mais ça l'est, et ça ne me décourage pas. Comme avait dit Jacques Parizeau là, au lendemain de l'échec du référendum de 95, ou le soir même, là, son fameux discours qui avait été un peu critiqué, mais avait quand même dit, j'avais retenu l'image de dire, lorsqu'on échoue comme ça, on se crache dans les mains, puis on recommence. Donc, on part, ouais. Exact. Hey Guillaume, ça a été hyper agréable. Écoute, j'espère que les gens vont mieux comprendre là, vraiment les enjeux liés à la menace que représente le projet de loi 106 pour la médecine familiale et vraiment les enjeux propres à l'Outaouais. Donc, dans votre cas, c'est comme la tempête parfaite là, qui menace vraiment là, l'accès aux soins. Oui, qui menace, qui reste. Parce qu'effectivement, je pense que la médecine de famille en Outaouais, c'est quand même un pilier. On est l'endroit au Québec où il y a le ratio le plus faible des autres spécialistes par 100 000 habitants. Les médecins de famille couvrent très large. On en perdait des médecins de famille, mais pas énormément. Puis là, si tout d'un coup, on en perd énormément, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont soutenues par les médecins de famille dans l'Outaouais qui vont... que les gens vont réaliser que finalement, on ne savait pas que c'était eux qui faisaient ça ou qui soutenaient cette partie-là du système de santé. Puis là, une fois qu'ils sont partis, on le découvre, mais malheureusement, il est trop tard. Donc, espérons que ça se règle le plus vite possible. Rappelons-nous que le gouvernement a la possibilité de le régler dès demain en annonçant qu'il accepte d'aller en arbitrage, comme l'a fait l'Ontario. Puis que le jour où on aura les paramètres, même si on n'est pas 100% satisfait, au moins on saura avec quoi travailler. On travaillera avec ces paramètres-là pour améliorer l'accès puis rebâtir sur les ruines qui restent là. Guillaume, merci. C'est un grand plaisir, merci. Merci. Merci à toi. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.